Messieurs, je vais peut-être me foutre à poil. S'il y a malentendu, c'est sans doute que moi, dans mes attitudes, dans mes manières de raconter les choses, dans mon travail d'écriture de chansons, j'ai peut-être pas été assez précis. Donc j'ai aucun souci sur la finalité des choses. Parfois le chemin est un peu ardu parce que c'est vrai qu'on a envie d'être bien entendu. On sentait bien qu'il allait arriver quelque chose. Je me disais que je n'irais pas au bout, mais en même temps, personne ne voulait savoir ça. Tout le monde se voilait la face. Donc on me poussait sur scène, quoi. Mais si, encore ce soir, tu vas y arriver. Après une bonne nuit, tu verras, ça ira mieux. Et moi, j'étais pas en état de dire, écoutez, voilà, il va se passer ça. Ne faisons pas les cons. Prévoyons l'événement. J'avais pas cette lucidité, si tu veux. Donc je me laissais embarquer. Je n'avais plus de libre arbitre. Et un jour, la machine a refusé. Et un jour, la machine a refusé. Avant d'être cet imbécile, cet homme que plus rien ne dérange, j'étais un ange. J'aimerais bien t'aider dans ta lutte pour être libre. Il y a sûrement 30 manières de quitter une fille. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous. Il était 5 heures du matin. On avançait dans les marais, couverts de brume. Il est fatigué, le prince charmant. Mais que Marianne était jolie quand elle marchait dans les rues de Paris. Pour un flirt avec toi, je ferais n'importe quoi. White is white, Dylan is Dylan. La première personne qui m'a reçu, c'était quelqu'un d'une radio. Je m'en souviens évidemment comme si c'était hier, parce que c'est la première grande claque que j'ai prise dans ma vie. C'était la première fois que je rencontrais un homme de radio. Je lui présentais mon premier disque. Évidemment, il n'était pas extraordinaire, mon premier disque, mais il faut avoir un peu d'indulgence. Et ce type croyait tout savoir, croyait dire la vérité, et m'a dit « ça ne marchera jamais, parce que vous chantez pas pour les jeunes, vous chantez pour les vieux ». Quelqu'un qui avait 18 ans, qui n'avait pas une trop mauvaise gueule et qui chantait pas trop mal, hop, contrat. Puis après, on voyait. Bon, j'ai fait ce premier disque, ça n'a pas marché, j'ai été viré de chez Vogue immédiatement. Très bien. Et j'avais, Dieu merci, effectivement une dame qui était voisine d'en face. Et elle connaissait Roland Vincent, et elle organisait une sorte de déjeuner un jour. Elle m'a dit, tu écris quelques morceaux? Ben écoute, je vais te faire connaître quelqu'un qui fait des musiques. Pour l'instant, il n'a encore rien fait. On va voir, on sait jamais. Et donc, j'avais rendez-vous avec Roland Vincent pour écrire, pour travailler. Et j'arrive chez lui, à Saint-Cloud. Je pose le texte sur son piano. Et vraiment, très sincèrement, il ne l'a même pas lu. Il a commencé à jouer le piano et il m'a chanté la chanson. Je pense que Roland Vincent est une des plus grandes rencontres de ma vie. Enfin, fait partie des quelques très grandes rencontres qu'on peut avoir dans une vie. Et à un moment, je suis arrivé avec un contrat que Barclay m'avait fait dans l'après-midi. Je suis arrivé avec la voiture de Barclay dans la cour de l'atelier de mon père. C'est un homme qui avait un petit atelier de nickelage, chromage sur métaux, qui se levait à 4 h du matin, qui rentrait à 5 h épuisé. Et il y a eu une scène terrible, mon père étant obligé d'aller prendre une douche pour signer mon contrat qu'il n'avait pas lu, avec une inquiétude folle dans ses yeux. En même temps, un mélange de fierté et de tendresse et de profonde inquiétude. Ma famille habite dans le Loir-et-Cher, ces gens-là ne font pas de manière. Ils passent tout l'automne à creuser des sillons, à retourner des hectares de terre. Je n'ai jamais su grand-chose à leur dire, mais je les aime depuis toujours. De temps en temps, je vais les voir. Je passe un dimanche dans le Loir-et-Cher. Ils me disent, tu vis sans jamais voir un cheval à une roue. Ils me disent, tu ne viens plus, même pour pêcher un poisson. Tu ne penses plus à nous. On allait au bord de la mer, on suçait des glaces à l'eau, comme dit la chanson de Michel Jonas. Oui, c'était ça, mon enfance. La chanson de Jonas, elle décrit exactement ce qu'était mon enfance. On allait à Châtelaillon, on allait à Saint-Brévin-les-Pins. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes le
le 14 avril 1968. Vous fêtez un petit anniversaire, en fait, puisqu'il y a exactement 19 mois que vous êtes mariés. Comment ça s'est passé? Bah bien, puisque ça dure toujours. Mais ça n'était qu'une cérémonie. Ça n'a eu aucune influence sur l'amour que je pouvais porter à ma femme ou sur l'amour qu'elle pouvait me porter. Je pense pas. Enfin, du moins, je n'ai été ému que par le côté grandiloquent de la cérémonie, mais pas. Je n'ai pas eu conscience à un moment de me mettre la corde au cou ou d'aller. Je pense pas que ça avait une importance énorme pour moi. Oui, on se mariait parce que ça nous permettait de foutre le camp de chez nous, quoi. C'était plus ça qu'autre chose. Est-ce qu'il y avait un vrai amour là-dedans? J'en sais encore rien. Franchement, c'était une occasion de s'émanciper, de rire, de vivre ce tourbillon dans lequel on se trouvait. Et puis voilà. Avec sa partenaire aussi. Il y avait il y avait une espèce d'évidence comme ça. On cherche pas plus loin, quoi. Mais bon, c'est une histoire de jeunesse, quoi, pour moi. Vraiment une histoire de jeunesse. Et tu as eu des enfants assez vite? J'ai des enfants, j'étais très jeune, oui. Mon premier enfant, j'ai eu à 24 ans, ma fille. C'est trop jeune. C'est trop jeune, oui. Tout était trop jeune, tu vois. Donc, à 18 ans, j'étais absolument indépendant et à cette époque, 18 ans, c'est comme si un môme de 14 ans, aujourd'hui, j'en savais pas plus, quoi. Se retrouvait à la tête d'une espèce d'entreprise avec des gens qu'il nourrit, qu'il fait travailler, avec des collaborateurs qui s'occupent de tout, des rapports faussés. Donc, pas du tout prêt à vraiment vivre la vie. Jupe de votre courage, un bidonville et demi-Mireille, une nouvelle Piaf, un petit oiseau de toutes les couleurs. Il y avait de l'enthousiasme quand même. Qui brûle les planches. Je danse comme une patate. Des cheveux longs. Ça a dû me coûter beaucoup, je me souviens plus très bien, mais danser comme ça à la télévision, ça devait être très dur pour moi à cette époque. Mais il est certain que quand on démarre, on a tendance à être un peu plus agité que par la suite, pour toutes les raisons du monde. D'abord parce qu'on n'a pas très confiance. On fait beaucoup de gestes au début. Donc ce premier Olympia, c'est la consécration, c'est... Non, je trouve pas que ce soit... Enfin, ça a un petit aspect comme ça, mais je sais qu'il y a encore beaucoup de routes qui en parlent de l'Olympia. Il y a Jean-Michel qui arrive. C'est voilà encore un autre miracle. Mais peut-être qu'on lui, sur l'Olympia, il est très modeste sur le 72 en disant c'est quand même son premier Olympia. Non, mais il va nous en dire plus, là. Il me dit oui, ça s'est bien passé. C'était pas une consécration pour moi. Ben, c'était quand même un moment où Michel Delpech était vraiment une véritable vedette. Sinon, je lui aurais pas proposé, puisque c'était moi qui à ce moment-là faisais la programmation, je n'aurais pas proposé à Michel de passer à l'Olympia si j'avais pensé que c'était pas le bon moment. C'était un événement considérable dans la famille et on avait acheté des vêtements pour l'occasion. Il n'était pas question d'arriver avec des choses habituelles, quoi, tu vois. Donc on avait acheté des chaussures vernies parce que c'était plus scénique. Et je me souviens qu'on n'avait pas de housse ni rien et je revois mon père dans la rue Comartin tenant ses deux petits souliers comme ça et m'accompagnant jusqu'à ma loge. C'était un tableau charmant. Ce chanteur inquiet, c'est Michel Delpech. Vedette en France, auteur, compositeur, il joue au Midem le début d'une carrière internationale. Tu as vu l'éditeur suédois pour les chroniqueurs qui a justement été présenté, Mr. Batch, Mr. Delpech. Tout me paraissait normal. Tout ce qui était cette espèce de vie de roi me semblait une chose absolument naturelle, puisque depuis... Au sortir de l'adolescence, j'y avais eu droit, donc c'était un droit divin. Je te présente Jack Robinson. Oh, c'est pas ça va bien? Tu connaissais? Ouais. Oui, justement, j'ai demandé pour l'Amérique l'histoire de ta chanson avec Petit Caillou Blanc. Ouais. J'ai pas une idée d'interprète précise, mais enfin, tu vois... Mais le coup est prêt, enfin, on peut... Si le coup est prêt, les deux éditeurs doivent maintenant parler gros sous en toute tranquillité. Et puisqu'au Martinez, les chambres sont transformées en bureaux, c'est dans le calme des salles de bain que se traitent les affaires délicates. Nous, on était des Maharajas, quoi, un peu, tu vois. On était ridiculement exigeants. Et je me souviens qu'il y avait le secrétaire, le préposé à ceci, à cela, les banquiers qui venaient nous rendre visite dans leurs costumes noirs. On venait
On venait voir on venait voir l'idole, quoi. On venait voir l'idole, voilà. Je pourrais tout quitter, quitte à faire démoder pour un flirt avec toi. Je pourrais me damner pour un seul baiser volé, pour un flirt avec toi. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Pour un flirt, c'est colossal, oui. C'est colossal et inattendu, et pour tout dire, à la fois merveilleux et un peu emmerdant. On écrit cette chanson, je me souviens avec Roland Vincent, sans trop y croire, un peu pour combler un trou, parce qu'on avait une belle chanson romantique, enfin que nous on trouvait très belle et très romantique, qui était un peu chiante finalement. Et on s'aperçoit que c'est le raz-de-marée pour un flirt, non seulement en France, mais un peu partout. On reçoit des coups de fil d'Espagne, d'Italie, d'Allemagne. Enfin, en une semaine, c'est un succès gigantesque. La 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 la. Je ferai l'amour pour te câliner un peu, pour un flirt avec toi. Je ferai des folies pour arriver dans ton lit, pour un flirt avec toi. Vous chantez. La 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 la. De quoi rêvez-vous finalement, Laurette? Je rêve de rien de spécial. Disons que par exemple, une chanson comme Chez Laurette me semble tenir encore le coup après 10 ans. Mais c'est une des seules de mes chansons qui me semble encore bonne avec le temps. Je dis, il me semble, 10 ans après, je m'aperçois que c'est la seule chanson. Ben, c'est pas vrai. Il n'y a pas non plus des Kyrielles, mais il n'y a pas que Laurette. Donc, je sais pas, j'ai peut-être cette tendance, je m'aperçois en regardant ces images, j'ai tendance à être un peu trop... Mais tu es très sévère avec toi. Un peu trop, c'est pas bien, je sais pas pourquoi, mais... Le premier grand succès de vente, c'est White is White. À ce moment-là, combien à l'époque? Oh, je sais pas, mais ça doit tourner autour du million À l'époque, c'était beaucoup. Énorme. C'était beaucoup. Et donc, on avait fait un très gros succès. Et donc, mon statut a changé d'une semaine à l'autre. White is white, Dylan is Dylan. White is white, viva Donovan. C'est comme un soleil dans le gris du ciel. White is hippie, 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 hippie. Je suis arrivé un beau matin du mois de mai, avec à la main les peignets que ma mère m'avait fait. Ils m'ont demandé mon nom, mon métier, mais quand fier de moi, j'ai dit artiste de variété. À ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai entendu rire un type que je ne connaissais pas. Le rire du sergent, la folle du régiment, la préférée du capitaine des dragons. Le rire du sergent, un matin de printemps, m'a fait comprendre comment gagner du galon. Voilà. C'est vrai, comme dirait Benabar, les années 70, c'est les années Michel. Oui, elle est formidable, sa chanson. Ils s'appelaient presque tous Michel, est une trouvaille formidable, parce que bon, c'est tout à fait vrai. Et c'est très bien. Michel Sardou, Michel Delpech, Michel Jonas, Michel Fugain, on en oublie. Michel Polnareff. Il y avait du Michel. C'est toi, Michel, si tu veux. Non, ça va. Ah oui, tous les deux, on dit ça. Bah oui, Michel. Ah putain, Michel. Ça va. C'est un nom d'une autre époque. C'est un nom d'une autre époque, Michel. Il n'y a plus de Michel, mais c'est d'une grande beauté. Le problème est entièrement dans ta tête, me dit-elle. La réponse est facile si tu prends ça logiquement. J'aimerais bien t'aider dans ta lutte pour être libre. Il y a sûrement 30 manières de quitter une fille.
Elle me dit c'est pas mon habitude de m'imposer, et j'espère que ce que je vais te dire ne sera pas mal interprété. Mais enfin je me répète, au risque d'être un peu direct, il y a sûrement 30 manières de quitter une fille. 30 manières de quitter une fille. Finalement, vous êtes un personnage parfaitement équilibré, bien dans sa peau, et je dirais représentatif de... C'est pour ça que j'ai mis longtemps à être où je suis, parce que, enfin, je suis pas... j'ai pas du tout la prétention d'être une star, et je veux pas le devenir, parce que ça me gênerait beaucoup dans ma vie. Mais le fait d'être, si vous voulez, un garçon normal, ça n'intéresse pas beaucoup les gens, il leur faut autre chose. Ne croyez pas ça, au contraire, moi je suis très séduit de trouver un garçon normal. Vous êtes très représentatif d'une certaine jeunesse dont on ne parle jamais, qu'on ne voit jamais à la télévision, c'est pourquoi je vous remercie d'être ce que vous êtes. Delpech est gentil, il n'a pas de problème, etc. Vous savez, gentil, en fait, j'en ai des problèmes et je suis un petit peu différent de ce qu'on dit. Je connaissais ma fragilité, enfin donc... il est certain que lorsqu'il me dit « vous êtes parfaitement équilibré », etc., ça a dû résonner un petit peu et me désorienter légèrement. Je suppose, je me souviens plus de ce moment. Mais oui, mais attends, je ne suis pas si simple que ça. Hein. On le sent quand même. Oui, tout à fait. Oui. Je suis fatigué d'être celui-là. Je n'ai plus la force de tricher un jour de plus avec toi. Où je te perdrai, où tu m'aimeras. Certains soirs, les roses m'ennuient, et ce soir, les roses m'ennuient. Il est fatigué, le prince charmant. Il est fatigué, son beau cheval blanc. Il y a une volonté de rupture surtout qui se manifeste dans cette chanson, parce que c'est que tout ça est très déguisé, mais je m'adresse finalement au public, je ne m'adresse pas à une femme ou à une personne en particulier. J'essaie de dire, puisque j'étais, comme on l'a déjà évoqué, une espèce de prince charmant, enfin de jeune homme, chanteur pour les filles, etc. Cette image m'était à la fois agréable et en même temps m'embarrassait, parce que ça correspondait pas trop à mon véritable état, intérieur. On se met à chanter, effectivement, pour séduire les filles, ça entre beaucoup en jeu, mais bon, c'est une chose qu'on... Mais tu plaisais aux filles. Oui, bien sûr, mais c'est quelque chose qui est une motivation au départ, et puis après, quand même, on s'intéresse à autre chose, on reste pas là-dessus. Alors, vous vous considérez pas du tout comme un personnage érotique? Pas du tout, non. Non. À tes parents, le temps de faire le nécessaire. Il faut quand même se retourner. Ça me fait drôle de divorcer, mais ça fait rien, je vais m'y faire. Si tu voyais mon avocat, ce qu'il veut me faire dire de toi, il ne te trouve pas d'excuses. Jolies choses de ma vie, il fallait que je les oublie. Il a fallu que je t'accuse. Tu garderas l'appartement, je passerai de temps en temps. On pourrait faire entrer les cordes là. Tu garderas l'appartement, tout petit, tout comme ça. Divorcé, ça a fait un tollé. Il y avait des pages entières dans les journaux. Aujourd'hui, aucune chanson ne pourrait déclencher de telle passion. La première fois que j'ai fait écouter cette chanson, c'était à mes parents. Ils étaient dans mon salon et le disque venait d'être terminé. Et ça a été le premier public de la chanson. Et quand ils ont écouté la chanson, ils ont pleuré. Et d'habitude, quand je leur faisais écouter un de mes disques, ils disaient « Ah, c'est bien, ça va marcher. » Moi, je pense que ça va pas marcher. Enfin, ils donnaient leur avis comme ça, un avis professionnel. Et là, pour la première fois, ils ont été totalement publics. Et ça m'a beaucoup frappé, et ça m'a beaucoup impressionné. Et j'étais très gêné qu'ils se mettent à pleurer comme ça devant moi. Très gêné. Vous étiez très gêné pourquoi? J'étais très gêné parce que
c'était bizarre qu'ils se mettent à pleurer. J'avais l'impression qu'ils assimilaient la chanson à ma vie, à moi, qu'ils avaient l'impression qu'il y avait quelque chose de dramatique qui se passait. Ils vous ont posé des questions? Oui, ils nous ont posé des questions, et les parents de ma femme aussi. Enfin, je veux dire, est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va vraiment bien? Pourquoi cette chanson, etc. Tu sais, maintenant c'est passé, mais au début j'en ai bavé. Je rêvais presque de vengeance. Évidemment j'étais jaloux, mon orgueil en a pris un coup. Je refusais de te comprendre. À présent ça va beaucoup mieux, et finalement je suis heureux que tu te fasses une vie nouvelle. Tu pourrais même faire aussi un demi-frère à Stéphanie, ce serait merveilleux pour elle. C'est fichu entre nous, la vie continue malgré tout. Le fantasme de la rupture absolue, du changement radical de vie est toujours en moi, je l'ai toujours. C'est quelque chose qui est comme un vice. Je sais pas pourquoi. Mais en même temps, même dans les moments heureux, en fait, c'est le goût un peu de la révolution, je dirais. Ça paraît curieux que moi, je dise ça. Parce que s'il y a quelqu'un qui n'a pas une image comme ça, c'est bien moi. Mais il y a en moi quelque chose qui a le goût de la révolution. Ce qui est embêtant, c'est que la révolution, ça peut faire très mal. Quand les choses vont mal, je suis le premier à l'accepter. Le premier à l'accepter. Le dernier à le savoir. Quand les choses vont bien, quand je ne sais plus où j'en suis. Ça se brouille dans mon esprit, parce que c'est tellement inhabituel. Oh, je peux pas me faire une chose qui va si bien. Oh, je peux pas me faire une chose qui va si bien. Oui, c'est ça. Je peux pas me faire une chose qui va si bien. C'est vrai que cette non-connaissance de soi, enfin, parce que finalement c'est ça le thème, est quelque chose qui m'a terriblement fait souffrir tout au long de ma vie, parce que je ne me rendais pas compte qu'une situation était favorable. Je fumais quand même pas mal d'herbes et de haches, des choses comme ça. Un peu à longueur de temps, quoi. Mais je ne devrais pas dire que ça a le moindre effet positif. Mais bon, quand il s'agit simplement de cannabis, tout ça, ça ne va pas très loin. Même si je préfère que mes enfants n'en prennent pas. Mais ça m'a apporté un petit quelque chose au départ. Et puis, évidemment, comme toutes les drogues, même celle-là qui est dite drogue douce, quand on en abuse, ça devient évidemment extrêmement négatif. Donc, je commençais à prendre des paranos graves à cause de ça. Et la cocaïne, c'est venu un peu plus tard, c'est parce que c'était pour des raisons pratiques, en fait. C'était pas pour me donner des sensations fortes, c'était parce que j'avais un album en cours où je commençais déjà à faiblir. Et j'avais commencé le travail et j'avais énormément de mal à le terminer. Parce que je commençais à manquer de force physique, je commençais déjà à sentir une certaine forme de déprime. Je devrais filer sur un cargo, partir et oublier cette fille, disparaître à Chypre, à Kellaro, surtout ne jamais revenir, devenir joueur dans un tripot, partir loin pour ne plus subir les cris, les querelles et les sanglots, la parano de cette fille. Je devrais me tirer comme un lapin et sauver ma peau, ne plus penser à ses beaux seins et la laisser à ses mélos. Je devrais tracer sans réfléchir et sauver ma peau, fuir au soleil, quitter cette fille. Je ne me dis pas dans ma vie quotidienne que la fuite serait la chose à faire. J'ai pas du tout envie de fuir, j'ai horreur de fuir mes responsabilités. Au contraire, je pense qu'il faut faire avec ce qu'on a sur place. Donc l'idée de la fuite au premier degré comme ça, consciemment, ne me vient pas.
Par contre, le fantasme de la fuite et de la rupture, je l'ai. Donc, est-ce que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire et que j'ose pas m'avouer? J'en sais rien. Il y en a qui aiment s'aimer sur un lit, d'autres sur le bord du chemin. Il y en a qui préfèrent la mousse des bois. Moi, ce que j'aime, c'est le train. Moi, j'aime l'amour en wagon-lit entre Nice et Paris. C'est bon quand le train roule dans la nuit. L'amour en wagon-lit. Départ à destination de minuit. Nous voilà donc partis pour le Kenya. Dans le groupe, il y a une fille super jolie, avec un vieux bonhomme qui doit être son mari. Je me dis qu'il a de la chance, et c'est là que l'histoire commence. Il y a de l'amour dans l'air quand on voyage en charter. C'était très, très sympa. 8 jours avec, je crois qu'on était une 50aine de personnes, avec des représentants de tous les médias, mon entourage proche, professionnel, Barclay, tous les gens qui travaillaient de près ou de loin avec moi. Est-ce que tu as eu beaucoup d'aventures pendant ce séjour? Escroc. Et toi? Tu peux nous répondre? Eh ben, je peux répondre que j'en ai pas eu beaucoup, non. C'est tout le temps d'emporter ces problèmes à l'extérieur en disant qu'on va s'en débarrasser, mais c'est comme les escargots, on emporte ça sur notre dos, tu vois. Il n'y a aucun moyen d'échapper à son parcours, à son destin. Il faut simplement passer le tunnel, un point, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Enfin, ça aide, il y a des petits moments comme ça où d'un seul coup on prend le soleil et où on a l'impression de renaître un peu. Donc je l'ai fait. Alors je partais 2 jours en Tunisie, je revenais avant l'heure parce que je m'ennuyais. Ensuite, j'ai emmené mon copain Michel Pelé en Inde. Je suis allé je sais plus où. Enfin bon, c'était pas de la tarte de m'accompagner et d'être à mes côtés. À ce moment-là, il fallait avoir quand même un esprit d'infirmière c'était aux confins de la sainteté, parce que se taper 8 jours un type qui est sans arrêt en train de descendre et de se poser des questions, c'est pas facile. Donc, je dois dire que heureusement qu'ils étaient là. Je suis seul comme une vieille fille qui n'attend plus rien. Oublié comme une voiture au fond d'un ravin, et rien à l'horizon, pas même un signe, pas même un train qui siffle la nuit. Rien n'a servi à rien, mais je me suis retrouvé dans des situations folles où les types me lisaient le Coran, ou après je me retrouvais avec une Bible. Oui, en fait, quand tu cherchais c'était délirant, quoi. Oui, mais ça permettait de passer le pont, tu vois. C'est comme quand tu dois traverser une rivière et que tu as des petits cailloux comme ça qui te permettent de poser les pieds. Bon, ben, tu les prends. C'était un moyen de survivre, en fait. Car en fait, tout mon problème était de survivre. Parce que j'ai pas un esprit suicidaire, mais j'étais constamment agressé par cette idée d'en finir, puisque ça devenait intolérable. Donc, je me réfugiais dans une église, dans un monastère, dans une maison, chez des amis. Enfin, c'était extrêmement chaotique, extrêmement décousu, et c'était n'importe quoi. Pendant plusieurs années, je n'ai pas vécu, parce que je n'étais pas conscient de ce qui se passait, j'étais sans cesse en état de survie. Longue maladie, est-ce que tu vas durer toujours? C'est une longue agonie quand on n'a pas retrouvé l'amour. Longue maladie, est-ce que tu vas durer toujours? C'est une longue agonie quand on n'a pas retrouvé l'amour. Et un
jour, la machine a refusé. Et je me suis retrouvé à Saint-Brieuc, complètement désemparé, obligé de me rendre, de me réfugier, quoi, dans une sorte d'hôpital pour Et tu es resté longtemps à l'hôpital? Je suis resté 3 semaines. 3 semaines absolument seul. Évidemment, j'étais loin de toute ma famille. Michel Delpech, on vous connaît pour être un auteur, compositeur, musicien. Et puis, ce qu'on ne sait pas de vous, c'est que de 1979 à 1984, en gros, Michel, vous avez vécu 5 années carrément effrayantes. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, donc c'était une véritable dépression nerveuse, c'est-à-dire le moment où on se retrouve au-dessous du niveau de la Terre. Et ça s'est passé en plusieurs étapes, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a eu déjà une année qui a précédé, qui était un moment de très grand flottement. Je commençais à en avoir assez de ce que je faisais, à ne plus apprécier mon travail, à lui trouver aucune qualité, et puis à être très bouleversé pour un oui, pour un non. Enfin, je me sentais assez mal. Et puis plusieurs événements se sont succédés et m'ont peu à peu emporté une sorte de labyrinthe, jusqu'au moment où je me suis retrouvé en véritable dépression pour un très long moment, qui a duré 5 années. C'est très traumatisant pour moi, d'abord cette époque, très traumatisante. Le fait d'en reparler aujourd'hui, même avec un très grand recul, eh bien, je crains que... D'abord, ça m'est assez désagréable de parler de mon passé. Enfin, je veux dire, je voudrais pas que ceux qui vont regarder cette émission pensent que j'ai en quoi que ce soit envie d'exhiber tout ça, parce que mais tu n'exhibes après tout, voilà, c'est un passage de l'existence. Il n'y a pas de quoi en faire une montagne. Ça n'est jamais que ma vie. Et au regard de tout ce qui se passe autour de moi, c'est peu de choses. Mais c'était vraiment une sensation de damnation à certains moments, si vous voulez. C'est-à-dire que dans les moments très aigus, j'avais la sensation d'être damné, quoi. C'est-à-dire d'être quelqu'un qui ne pouvait plus avoir la moindre chance de se redresser et dont l'âme était partie aux enfers. Je vous montrais à la télévision dans des conditions épouvantables, où j'avais une gueule de cocker triste, et pire que ça même, et c'était très dangereux, ça m'a joué des tours. Donc le malentendu dont on parle, il y a une part aussi de grande responsabilité, parce qu'il aurait fallu disparaître. Il aurait fallu disparaître, mais c'était ma vie de chanter, j'en avais besoin, j'avais besoin aussi de me rassurer, de savoir que je pouvais être encore vivant, et donc j'apparaissais dans certaines émissions, chez Drucker, chez les uns, chez les autres, pas toujours dans la meilleure forme. Donc j'ai traîné cette image pendant des années. Il y avait même des gens qui disaient on va pas inviter Delpech, il est beaucoup trop triste, ça va être insupportable. Et quand tu as eu ce moment où tu allais mal, tu es retourné chez ton père et ta mère vivre. Oui. Ça a dû être terrible. Terrible, oui. Ça a été très pénible, très douloureux, très silencieux, quoi, en fait. Tu vois, je retrouvais d'un seul coup des attitudes et des choses que j'avais connues dans mon enfance, l'heure de la soupe, un peu, tu vois. C'était Mais ça devait être complètement... Tu sais, dans le monde... l'heure où on est au repas, et finalement, il faut qu'il y a des non-dits partout, parce que je ne pouvais pas raconter, c'était absolument inracontable. Je ne suis pas resté non plus très longtemps, hein, quand même. Je n'ai pas revécu pendant des années chez mes parents. Je suis allé pendant quelques semaines. Oui, mais parce que c'était absolument nécessaire que je me recroqueville un peu dans le cocon. Mais ils ont été paniqués? Ils ont été paniqués, ils ont été effrayés, ils ne comprenaient absolument pas. Je ne sais même pas s'ils me croyaient, bien sûr. Ils voyaient bien mon désarroi, mais ils étaient en même temps complètement impuissants. D'ailleurs, tout le monde est impuissant devant des choses comme ça. C'est une rupture. On est dans une sorte de trou, quoi, de gouffre. Donc personne ne peut rien. C'est indescriptible parce que c'est une défaillance absolue de la volonté. C'est-à-dire qu'on voudrait vouloir. Et on ne peut pas. Je pars loin d'ici, loin d'ici, loin d'ici. Et je pars loin d'ici, loin d'ici, loin d'ici. J'avais décidé de tout bazarder. J'avais vendu mes droits à la maison Barclay.
mes royalties. J'avais mis mes meubles en vente et j'avais pris 3 billets d'avion pour mes 2 enfants et pour moi. J'avais décidé d'abandonner la chanson, d'abandonner ma vie à Paris. Je ne pouvais plus supporter cet univers glauque, finalement. La fuite. Et je préparais mon départ, et juste avant mon départ, je reçois une lettre signée d'une femme, qui ne mettait d'ailleurs même pas son nom, mais disons qu'elle habitait à 40 mètres de chez moi, et elle m'a écrit un petit mot en me disant « Écoutez, vous avez du talent, vous ne pouvez pas abandonner les choses comme ça, c'est pas bien. » Enfin, une lettre très charmante. Et puis finalement, elle est venue un soir, quelques jours avant mon départ, et on a parlé quelques instants, et j'ai eu un coup de foudre, voilà. C'est le seul coup de foudre de ma vie. Elle n'était pas libre du tout, non, non. Elle avait 2 jeunes enfants, donc ça a été à la fois une merveille et un drame, parce que c'est pas mon genre d'aller prendre la femme des autres. Et là, j'étais obligé, quoi. J'étais obligé parce qu'il y avait quelque chose qui s'imposait. Il y avait quelque chose qui s'était passé, qui n'était pas simplement du domaine physique. Enfin, il y avait une rencontre, vraiment, humaine. Moi, j'ai eu envie d'aller à Jérusalem avec elle pour retrouver un peu les lieux. La source, oui. Évidemment, j'aime Jérusalem au-delà de tout, c'est le centre du monde. Et là, j'ai vraiment goûté pleinement tout ça. En 2 jours, j'ai vécu la chose la plus extraordinaire de mon existence, quoi. J'ai suivi tous les chemins pour arriver sur le tombeau du Christ, où là, j'ai vidé mon sac, quoi. Intérieurement, je me suis senti au bout de la route. Je savais que quelque chose se terminait, que quelque chose commençait là. J'ai toujours été rattrapé au bord du gouffre, donc tu vois, j'ai toujours quand même senti cette présence divine, angélique, quoi. Parce que, en plus de ça, j'ai eu 2 vies, donc une première où tout m'était donné et où j'en ai fait un peu n'importe quoi. J'ai eu toutes les grâces du monde, vraiment, les fées s'étaient penchés sur mon berceau. Puis j'ai dilapidé un peu le trésor. Et j'ai eu cette 2e chance, et depuis cette 2e chance, c'est à la fois... À travers une femme, oui. Et c'est à la fois une grande chance et en même temps, une grande épreuve a commencé. Car tout ce que j'avais eu d'un coup de baguette magique, il m'a fallu me battre pour me le réapproprier. Je n'ai plus jamais rien eu facilement. Et j'en suis très heureux. Parce que c'est à ce prix qu'on peut devenir une personne humaine normale, je dirais. Avant d'avoir tenu une fille, avant d'avoir été gentil, avant d'avoir été un monstre, avant d'avoir eu ce courage, avant d'être cet imbécile, cet homme que plus rien ne dérange. J'étais un ange avant d'avoir trahi des gens, avant d'avoir aimé l'argent. J'étais un ange. J'ai été très fragile, je le reste sûrement parce que je ne pense pas qu'on change fondamentalement. Mais en même temps, je me sens relativement indestructible et surtout d'une opiniâtreté, je dirais presque à toute épreuve. C'est presque monstrueux. Je ne m'arrête pas tant que je n'ai pas atteint mon but. Alors, savoir si je l'atteindrai jamais, peut-être pas. Peut-être que la mort me fauchera avant que ce soit fait. Mais j'ai le sens de la gagne absolument phénoménal. Vous cherchez votre équilibre? Ben certainement, oui, du fait que je suis angoissé et incertain sur l'avenir, sur ma liberté, par exemple, je crois que je cherche l'équilibre, oui. Et je crois que je le chercherai toujours, d'ailleurs, je ne serai jamais content de la position que j'aurai. Oui, eh ben c'est pas complètement faux.
Même si j'ai une sensation aujourd'hui d'avoir trouvé une belle stabilité, il me semble, le point d'équilibre, c'est le point d'orgue, c'est-à-dire c'est le but d'une vie, il me semble, c'est-à-dire d'arriver à une sorte d'impassibilité devant les événements, de sagesse. Et ça, je pense qu'un homme le recherche toute sa vie, parce que je pense que c'est un idéal, surtout. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête? Qu'est-ce que tu veux faire, Michel? C'est surtout comme toi, parce que bon, ce qu'il faut, c'est que tu sois ici, donc faut vraiment... Faisons une fois ou deux, et puis après, si tu veux qu'on répare, on répare. Voilà, si jamais il y a vraiment des trucs... Vraiment qui te choquent, voilà, tu m'arrêtes. On arrête, si vraiment il y a quelque chose. Très bien. Ou un problème de mesure, bien je sûr, sais pas, mais c'est... Bien sûr. Oui. Il était 5 heures du matin, on avançait dans les marais, couverts de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Voilà, ça c'est génial. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de verreau par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait. Très sincèrement, aujourd'hui, tout cette lourde histoire est loin derrière moi. Voilà. Je suis à nouveau heureux de vivre. J'ai chez moi une femme et des enfants que j'adore, avec lesquels je me sens pleinement moi-même. Et voilà, donc je n'ai d'autre but que de continuer la route et d'essayer de produire des chansons qui vont donner des émotions aux gens et de poursuivre, après cette longue parenthèse, la route qui m'était tracée. Voilà, j'ai mon rhumatisme qui devient gênant. Je cherchais la deuxième phrase. Ma pauvre Cécile, j'ai 73 ans. Je crois que ça me va bien, ça. Oui, ça te va très bien. Oui. Et j'entends quand même des choses que j'aime. C'est direct, ouais. Et j'entends quand même des choses que j'aime. Et ça distrait ma vie. J'essaye de faire comme lui, la belle voix vive. Enfin bon, un peu ridicule, hein, excusez-moi. Je comprends plus grand-chose aujourd'hui, mais j'entends quand même des choses que j'aime, et ça distrait ma vie.